Bonjour tout le monde, bonjour à toutes, bonjour à tous, chers étudiants, chers apprenantes et apprenants, bonjour dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de voir un nouveau algorithme machine learning. Alors il s'agit des arbres de décision. Alors on a déjà traité dans les vidéos précédentes la régression linéaire, la régression linéaire multiple, la régression polynomiale et l'algorithme de classification régression logistique. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser aux arbres de décision alors, qui font partie de la catégorie des algorithmes supervisés. Alors ils permettent de prédire une valeur ou une catégorie, alors soit une prédiction ou bien une classification. Alors c'est l'un des outils élémentaires et indispensables qu'il faut comprendre et maîtriser si vous voulez par la suite travailler avec des algorithmes tels que le random forest et l'isolation forest. Alors dans cette vidéo, on va essayer de voir un bref aperçu théorique d'une manière générale, sans rentrer dans les détails des détails, afin de comprendre le principe de fonctionnement des arbres de décision, avant d'entamer la partie pratique et mettre en œuvre un arbre de décision pour prédire une variable cible en utilisant la bibliothèque scikit-learn. Alors, un arbre de décision permet d'expliquer tout simplement une variable cible à partir d'autres variables dites explicatives. Alors, d'un point de vue mathématique, alors soit une matrice X avec M observations et N variables associées à un vecteur Y à expliquer. Donc, il faut trouver une relation entre X, Y. Alors, pour ce faire, l'algorithme va chercher à partitionner les individus en groupes d'individus les plus similaires possibles du point de vue de la variable à prédire. Le résultat de l'algorithme produit un arbre qui révèle les relations hiérarchiques entre les variables. Il est ainsi possible de rapidement comprendre les relations métiers expliquant la variable cible. Alors l'arbre de décision, est un algorithme itératif qui à chaque fois, bien qu'à chaque itération, va séparer les individus en cas groupe. Alors généralement k égale à 2. Donc pour cela on parle d'un arbre de décision binaire. Alors, pour expliquer la variable cible. Alors, la première division, qu'on appelle aussi split, est obtenue en choisissant la variable explicative qui permet la meilleure séparation des individus. Alors, par exemple, dans l'exemple, le candidat a-t-il un emploi stable? C'est la meilleure séparation des individus. Alors, cette division dans des sous-populations correspond au premier nœud de l'arbre. Alors, le processus de split est ensuite répété plusieurs fois pour chaque sous-population jusqu'à ce que le processus de séparation s'arrête. Alors on va essayer de voir plus ou moins l'algorithme de construction d'un arbre de décision, donc l'algorithme de création d'un arbre de décision. Alors se résume en quatre étapes. Donc la première des choses, c'est déterminer la meilleure caractéristique dans l'ensemble de données. Alors les algorithmes pour construire les arbres de décision sont construits en divisant l'arbre du sommet vers les feuilles en choisissant à chaque étape une variable d'entrée qui réalise le meilleur partage dans l'ensemble d'objets. Alors on parle de critères de segmentation. Après, diviser les données en sous-ensembles contenant les valeurs possibles de la meilleure caractéristique. Alors pour choisir la variable de séparation sur un nœud, alors les algorithmes testent les différentes variables d'entrée possibles et sélectionnent celles qui maximisent un critère donné. Alors ce processus est répété sur chaque sous-ensemble obtenu de manière récursive. Donc générer de manière récursive de nouveaux arbres de décision en utilisant les sous-ensembles de données créés. Bien sûr, le critère d'arrêt est lorsqu'on ne peut pas classifier les données, donc tout simplement on s'arrête. Alors pour mieux comprendre, on va prendre un exemple. Alors l'exemple qu'on va traiter, c'est quelle est la chance d'acceptation d'un crédit à la banque pour un client. Alors le schéma permet de comprendre la probabilité d'acceptation d'un crédit bancaire. Alors il s'agit d'un exemple pour comprendre le principe d'un arbre de décision. Alors, imaginez que le directeur de la banque, par exemple, veut connaître les propres règles d'acceptation au nom d'un crédit bancaire. Alors, en fonction du profil des clients. Alors, pour cela, alors un agent est chargé de poser des questions et recueillir un ensemble d'informations. Alors, à la racine d'arbre, on parle de 2201 dossiers clients à l'étude. Alors, parmi ces dossiers, 1427 seront acceptés, soit 64,8%.
et 774 seront refusés, alors soit à peu près 35,2%. Donc la variable explicative qui sépare le mieux les dossiers acceptés, qui est notre variable cible, des autres dossiers est l'âge du client. Alors ainsi, chez 942 clients âgés entre 18 et 42 ans, le taux d'acceptation de crédit atteint 77,9%, alors soit 734 clients. Alors que chez les 33 clients âgés de 63 ans et plus, le taux d'acceptation de crédit n'est que 12,1%. Alors, la meilleure séparation de la population des clients âgés entre 18 et 42 ans, on parle de 1, alors se fait en fonction de revenus. Alors, comme vous voyez, les 459 clients ayant un revenu net annuel supérieur à 55 000 euros ont un taux d'acceptation de crédit de 89,5%. Autrement, chez les clients âgés entre 43 et 62 ans, c'est le sexe qui est la variable la plus explicative de l'acceptation d'un crédit. Ainsi, chez les femmes, le taux d'acceptation d'un crédit est de 62,1% contre 48,4% pour les hommes de cette même tranche d'âge. Alors, c'est plus ou moins un exemple simple permettant la compréhension de construction d'un arbre de décision et le choix de la variable explicative à mettre pour chaque nœud. Alors, il faut savoir qu'on distingue deux modèles, ou bien deux cas d'utilisation de ces modèles. Alors, on utilise les arbres de classification, qui permettent de prédire à quelle classe la variable cible appartient. Alors, dans ce cas, la prédiction est une étiquette à classer. Par exemple, prédire la classe des fleurs d'iris. Alors, c'est l'exemple qu'on va essayer de voir par la suite dans la partie pratique. Ou bien, on utilise les arbres de régression, permettent de prédire une quantité réelle. Alors, par exemple, le prix d'une maison, la durée d'un séjour, ou bien la durée de séjour d'un patient dans un hôpital, ou bien le salaire d'un employé. Alors, dans ce cas, la prédiction est une valeur numérique. Avant d'entamer la partie pratique, alors il faut mentionner quelques avantages et quelques limites des arbres de décision. Alors, les arbres de décision ont plusieurs avantages qui les rendent intéressants dans des contextes où il est utile de comprendre la séquence de décisions prises par le modèle. Alors, elles sont simples à comprendre et à visualiser. Alors, nécessitent peu de préparation de données. Alors, pas assez de pré-processing données. Alors, elles sont capables d'utiliser des données catégorielles et numériques et aussi capables de traiter des problèmes multiclasses. Alors, plus l'arbre généré est complexe, alors le modèle explique mieux les données d'apprentissage, oui, mais le risque de surapprentissage ou bien l'overfitting est élevé. Alors parfois, les arbres générés sont trop complexes et généralisent mal. Donc, choisir les bonnes valeurs pour les paramètres profondeur maximale et nombre minimal d'exemples par feuille permet d'éviter ce problème. Alors, dans la partie pratique, alors dans cet exemple, nous allons travailler avec la base de données Iris. Alors, elle est facilement accessible dans Scikit-learn. Alors, cette base qui contient 150 instances d'Iris. Alors, un type de plante. Chaque observation décrit sa morphologie et l'objectif est de classer chaque instance en une des trois catégories, à savoir Iris versicolor, Iris virginica et Iris setosa. Alors, les attributs de jeu de données, alors sont la longueur et la largeur sépales et la longueur et la largeur de pétales. Et les classes, bien sûr, ce sont les trois catégories des fleurs. Alors, sans tarder, on entame la partie pratique. Pour implémenter et mettre en œuvre un modèle arbre de décision permettant de classer chaque fleur dans sa catégorie, à savoir Iris versicolor, Iris setosa et Iris virginica en fonction des variables explicatives longueur et largeur sépales et longueur et largeur pétales. Donc on va procéder comme suit. Donc la première des choses, on commence par importer les librairies dont on aura besoin. Alors importe Numba, NumPy. Là on a déjà l'habitude d'importer ces librairies. Donc from Scikit-learn model selection import train test split, c'est pour diviser le dataset en jeu d'entraînement et jeu de test. From Scikit-learn import tree et from Scikit-learn.tree import decision tree.classifier.
Alors, on a dit que on distingue deux catégories de modèles concernant les arbres de décision, donc les arbres de régression et les arbres de classification. Alors, dans cet exemple, on va utiliser des arbres de classification pour classer les fleurs dans chaque catégorie. C'est pour cela qu'on utilise Decision Tree Classifier. Alors, supposons si on veut travailler avec un arbre de régression, donc on va importer Decision Tree Regressor. Alors, puisqu'on va utiliser la dataset Iris disponible en scikit-learn, donc on va importer load iris from scikit-learn.dataset. Alors, j'exécute. C'est bon. Alors, la première des choses, je charge le dataset iris en utilisant la fonction load iris. Donc, iris est égal à load iris. Et je passe comme paramètre ax iris.data. Ce sont les variables explicatives longueur et largeur de sépales, longueur et largeur de pétales. Et comme variable cible y, c'est iris.target, à savoir iris setosa, versicolor et virginica. Voilà, j'exécute. Alors, supposons si on veut savoir le nombre d'exemples dans chaque classe, sachant que le dataset se compose de 150 instances, donc on va utiliser une fonction numpy, alors mp.beanCount iris.target, c'est-à-dire calculer le nombre d'enregistrements de chaque classe. J'exécute. Voilà, alors 50 virginica, 50 setosa et 50 versicolor. Alors par la suite, on va diviser notre dataset en jeux d'entraînement et jeux de test en utilisant la fonction train test split. Alors xtrain, xtest, ytrain, ytest égale train test split qui passe en paramètre les variables explicatives et la variable cible et on mentionne la taille dans notre jeu de test. Voilà. Étape suivante, c'est la construction dans notre modèle arbre de décision. Alors, on déclare un modèle model tree est égal tree.decision_tree classifier. Alors, pour le moment, on n'a pas encore passé de paramètres, mais on va essayer de voir ça par la suite. Par la suite, on va fitter et entraîner notre modèle en utilisant les données d'entraînement, xtrain et ytrain. Alors, c'est plus ou moins le même principe pour l'ensemble des modèles qu'on a vu précédemment. Voilà, j'exécute. Ce qui change, c'est les paramètres concernant chaque modèle. Voilà. Après, on va calculer le taux de performance de notre modèle en utilisant la fonction .score. Alors, le modèle créé, alors j'ai déclaré une variable accuracy tree test. Le modèle créé model tree, .score, xtest, ytest. C'est-à-dire, on va faire des calculs pour comparer les valeurs prédites ou bien les classes prédites par notre modèle et les classes de la réalité qui se trouvent dans xtest, ytest et nous renvoie un score concernant la performance de notre modèle qu'on affiche par la suite. Donc j'exécute. Alors le taux, plus ou moins 96,66%. Donc ça marche. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de voir, c'est les paramètres dont on a parlé précédemment, à savoir la longueur ou bien la profondeur maximale, max deep et le nombre minimal d'exemples par feuille. Alors on va tester les paramètres max deep et min simple split, sachant que le paramètre max deep est un seuil sur la profondeur maximale de l'arbre et le paramètre min split length dans le nombre minimal d'échantillons dans un nœud feuille. Alors elles permettent de mettre des contraintes sur la construction de l'arbre et donc de contrôler indirectement le phénomène de surapprentissage ou bien l'overfitting. Alors pour cela, on va déclarer on va associer un modèle tree decision tree classifier dans lequel on passe à chaque fois une valeur de max deep. Alors la première des choses, pour la première fois, max deep est égal à 1, 2, 3, 4 et 10. Après, on entraîne le modèle en utilisant les données d'entraînement et on affiche le score pour chaque modèle. La même chose pour le deuxième paramètre, min, simple, le nombre minimal d'échantillons dans un nœud. Donc, on instance à chaque fois le modèle, on passe comme paramètre le min, simple, split, on entraîne et on affiche le score pour faire une petite comparaison par la suite. Donc, j'exécute, voilà. Alors, par exemple, alors le modèle, pour une profondeur maximale qui est égale à 1, alors le score c'est 0,6. La longueur ou bien la profondeur maximale est égale à 2. Le taux c'est 93. Après c'est 96. Et une fois on augmente, on arrive à 4. Alors le taux diminue. Alors de 96,96
66 à 90. La même chose pour le deuxième paramètre. MinSplit qui est égal à 2, 3, 5, 10 et 20. Alors, ce que je vais essayer de faire, que je vais modifier les paramètres dans le modèle créé précédemment. Alors, max deep, alors je vais faire max deep est égal à 1, 2, 3. Voilà. Copier. Voilà. Tree decision qui classifier. Je vais faire max deep est égal à 3, virgule. Et en ce qui concerne donc 1, 2, 3, 4, 5. Et comme deuxième paramètre, c'est 3. Voilà. Je vais faire MinSplit. Alors ici, le jeu de données est assez simple, il n'est pas assez compliqué. C'est égal à 3. Voilà. J'exécute. Je recalcule le taux. Et voilà. Le nouveau taux. Alors si je change par exemple, MinSplit est égal à 4, j'exécute, je recalcule le taux. Alors il n'y a pas énormément de changements puisque notre jeu de données est assez simple et se compose uniquement de 150 enregistrements. Donc ce genre de paramètre a une influence assez importante si on a un jeu de données énorme. Voilà, alors pour terminer, avant de terminer, alors on va faire des prédictions. Alors toujours en utilisant la fonction predict, on passe en paramètre la longueur et la largeur sépale et la longueur et la largeur pétale. Donc j'exécute en utilisant la fonction predict. Voilà, nous renvoie 2. Donc c'est la fin de cette vidéo. Donc je vous souhaite bon courage. Bon apprentissage et à la prochaine avec un nouveau algorithme machine learning.